DNLC, disent-nous les choses. Nous sommes à l'appel de Grigny, aux états généraux de la politique de la ville. Aujourd'hui seront traités différents thèmes, dont la politique de la ville, les urgences, le constat des villes, les solutions de nos quartiers, la République pour tous. Reconstruisons la politique de ville. On va tenter d'interviewer différentes personnes, car aujourd'hui il y a un paquet de personnes. Dis-nous les choses. Les états généraux, c'est parce que nous croyons vraiment au travail partenariat. Salut Jean-Yves Rollo, parce que c'était mon mentor à l'époque, donc c'est lui qui a initié donc la rénovation urbaine. Moi, je n'ai plus envie d'être poli, je n'ai plus envie d'être gentil. Disent-nous les choses pour la Bloc Radio. Nous sommes à l'appel de Grigny, les états généraux de la politique de la ville. Nous sommes avec Madame Valérie Pécresse. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Dites-moi un petit peu l'importance qu'a pour vous ces états généraux. C'est important parce que vous savez, les maires, ils sont à portée d'engueulade. Et s'ils sont en colère, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est qu'il y a dans notre région, en Ile-de-France, à la fois toutes les prospérités, mais aussi toutes les inégalités. Et il faut qu'on lutte contre ces fractures. Alors, le message que je suis venue porter, c'est de dire que toutes les régions, de droite comme de gauche, elles ne laisseront pas tomber les quartiers politiques de la ville. Et que même si on nous demande de faire des économies, et le gouvernement nous demande de faire beaucoup d'économies sur nos budgets, eh bien ce ne sera pas la politique de la ville qui sera sacrifiée. On continuera la lutte contre les copropriétés dégradées ici à Grigny 2, la sécurité avec le commissariat, on continuera la rénovation urbaine, notamment à la Grande Borne, on continuera de financer les associations, de lutter contre le décrochage scolaire, de faire des cordées de la réussite, de développer économiquement et de faire des transports en commun parce qu'on sait bien qu'on a besoin de transport pour se déplacer, pour trouver un emploi. Donc les régions, toutes les régions, continueront à être derrière les quartiers politiques de la ville. L'INSEE a reconnu que Grigny est la ville la plus pauvre de France. Quel autre grand message avez-vous à transmettre? Sur Grigny, je pense qu'il faut vraiment qu'on casse les ghettos. Je pense qu'il faut qu'on fasse revenir les classes moyennes aussi ici à Grigny. Et ça passe par des transports, ça passe aussi par de la politique de la ville, mais ça passe aussi par un changement de la ville elle-même. Il faut vraiment refaire revenir les classes moyennes ici à Grigny, construire des nouveaux quartiers et investir sur Grigny. Avec moi, vous savez. Si, ils connaissent des jeunes de Grigny. Il faudra que vous veniez à la région voir un peu tout ce Je vais les inviter à la région, comme ça ils vont venir voir ce qu'on fait, ce que Valérie est en train de faire. Voilà, merci beaucoup. Tous. Merci à vous. Merci les jeunes. DNLC, dis-nous les choses. Nous sommes toujours à l'appel de Grigny, aux états généraux de la politique de la ville. Nous sommes tombés sur le maire de Fontenay-sous-Bois que nous avons déjà vu auparavant. Monsieur, comment allez-vous? Écoutez, inquiet et en colère, puisque les annonces du président hier, aucune annonce sur les questions de politique de la ville, et que parallèlement, nos villes où il y a des quartiers très populaires, où il y a besoin de services publics, on nous ampute nos dotations et il n'y a pas de plan spécifique pour renforcer le service public de l'éducation, renforcer tout ce dont on en a besoin dans nos quartiers pour faire progresser et accompagner notamment la jeunesse de nos quartiers. Et pensez-vous que ce problème lié aux quartiers populaires, notamment ce problème de précarité et autres, pensez-vous que c'est rémédiable? Un jour, on pourra y arriver? Je pense qu'on peut y arriver si chacun y met du sien, et en premier lieu l'État et l'ensemble des partenaires sur un territoire. D'abord en essayant de ne pas concentrer les difficultés au même endroit, et puis là où il y a des difficultés, en y mettant les moyens. S'il y a besoin de mettre plus de moyens dans les quartiers qui ont besoin d'avoir un service public de l'éducation, notamment dans les collèges, avoir plus d'enseignants, plus d'encadrants, il faut mettre les moyens. C'est pareil sur les questions de sécurité, c'est pareil sur les questions d'entretien, c'est pareil sur les questions d'emploi. On a aujourd'hui un développement économique qui repart à la hausse, il faut accompagner. Et puis les dispositifs d'accompagnement tels que les contrats aidés, notamment pour le sport, plutôt que les arrêter, il faut venir sur le terrain, voir comment ça se passe, pour essayer justement, on a des beaux talents, des belles réussites, encore faut-il qu'on mette les dispositifs et les moyens pour les accompagner. Le fait que ces états généraux se passent dans une ville telle que Grigny, qui est reconnue comme la ville la plus pauvre de France, quelle symbolique tout cela représente pour vous? Je pense que c'est un symbole fort, d'autant plus qu'on a des élus de toute obédience politique, tous les niveaux de collectivité représentés. Je pense que c'est un symbole fort qui devrait faire réfléchir le président de la République et son gouvernement, qui n'ont pas montré beaucoup d'appétence sur cette question-là, ni même n'a pris la peine de venir se déplacer, prendre le temps de comprendre. Je pense que les gens qui sont au gouvernement et qui entourent le président de la République ne connaissent pas bien ces quartiers où nous vivons et où nous sommes les élus. Monsieur, je vous remercie. Merci à vous. Disons-nous les choses pour la Bloc Radio. Nous sommes à l'appel de Grigny, aux états généraux de la politique de la ville.
Nous sommes avec la maire de Paris, Madame Hidalgo. Comment allez-vous? Super, je suis ravie d'être là et de soutenir vraiment cette initiative de toutes les villes et des quartiers politiques de la ville. Elle est très importante. Il faut vraiment bouger, donner confiance à une jeunesse française, cosmopolite, qui vient de partout et qui a vraiment entre les mains la possibilité d'inventer un avenir meilleur pour l'ensemble du pays. Mais il faut aider, il faut apporter non seulement les moyens, mais aussi encourager, arrêter de discriminer, arrêter de ne pas considérer que l'humain fait partie de l'économie. Et voilà, je suis là pour soutenir toutes ces initiatives locales. Grigny a été reconnue comme la ville la plus pauvre de France. Quel grand message avez-vous à transmettre à toute la population française? D'abord, on ne réussira pas s'il y a des villes ou des gens qui restent en retrait. On ne réussira pas tous ensemble si effectivement il n'y a pas un meilleur partage des opportunités, un meilleur partage des richesses aussi. Et je pense que le message, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est quoi? C'est que les maires discutent ensemble, s'entendent, qu'ils aient une gouvernance commune. Ça, c'est quasiment fait. Ça peut s'améliorer, mais c'est quasiment fait. Qu'il y ait des transports, parce qu'on a vu, les quartiers enclavés, c'est souvent quand il n'y avait pas les transports qui arrivaient. Ça, les projets sont déjà engagés. Il faut vraiment que l'État mette l'argent qui était promis là-dessus. Mais le grand sujet sur lequel on a à travailler, c'est sur la qualité de vie dans nos quartiers. On ne peut pas se satisfaire des taux de chômage qu'il y a dans nos quartiers. On ne peut pas se satisfaire que toute une jeunesse de ces quartiers ne puisse pas accéder à l'éducation et avoir des parcours vers les métiers de demain. Vous savez, dans les 7 ans qui viennent, la moitié des emplois qui existent n'existeront plus, mais seront remplacés par de nouveaux emplois. C'est à ça qu'il faut qu'on s'engage tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les élus, les maires notamment, parce qu'on a cette sensibilité, on est sur le terrain, on est dans nos quartiers, et même à Paris, il y a des quartiers politiques de la ville, mais bien sûr, et même à Paris, on a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale. Mais il faut que les maires soient écoutés dans les solutions qu'ils portent et qu'ils ne soient pas empêchés de les porter, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt une difficulté à laquelle on assiste. On est tous très très inquiets pour les associations, pour les crédits politiques de la ville. Donc il faut rassurer et il faut entraîner avec des projets dans chaque quartier. On est en train de, avec beaucoup de maires, on en parlait avec les zèbres, l'association des zèbres, j'en parlais avec Jean-Louis Borloo, on en parlait avec le maire de Sevran ou le maire de Clichy-sous-Bois et Grigny, bien sûr. On a des idées qui vont peut-être un peu décoiffer, mais qui seront pas mal, je pense. Pour finir, il y a peu, un militant associatif, Bakary Sako, a lancé un appel par rapport à une vague de violences qui ont lieu à Paris dans le 19e. On va dire qu'en l'espace de 18 ans, il y a eu 8 morts et un mort il n'y a pas si longtemps récemment. Quelles solutions concrètes pouvez-vous apporter à ces problèmes de violence? Bien sûr, d'abord, la violence, c'est quelque chose qui doit être totalement condamné et bien sûr qu'il faut de la sécurité, qu'il faut des forces de police présentes pour encadrer et faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Mais c'est aussi donner des perspectives aux jeunes. Moi, je pense aux petits qui peuvent se laisser embarquer dans les trafics, dans la drogue, dans des commerces qui sont des commerces qui sont illégaux, qui les entraîneront dans le mur, qui les conduiront vraiment à avoir une vie qui ne sera pas une vie digne, honnête. Il faut vraiment que les petits puissent être accompagnés, que les grands aident aussi. Donc pour moi, c'est l'éducation, clairement. C'est par l'éducation, mais c'est aussi par la lutte contre les discriminations. Parce que ce n'est pas le tout de dire l'éducation. On sait qu'après, il y a des plafonds de verre. Il y a un plafond de verre pour les femmes pour accéder à certains emplois. Il y a un plafond de verre pour celles et ceux qui sont différents, qui ont une couleur de peau différente, qui ont une origine, un nom, une religion différente. Et donc, il faut vraiment qu'on lutte aussi contre les discriminations. Moi, je crois beaucoup aux solutions qui font que la ville est inclusive, qu'on inclut. C'est ce qu'on essaye de faire à Paris, en mettant plus de moyens sur les quartiers populaires que dans les quartiers qui en ont un peu moins besoin. J'ai mis plus d'investissements dans ces quartiers alors qu'il y a moins de population dans les quartiers populaires parisiens. On met énormément dans l'éducation, dans tout ce qu'on fait sur les rythmes éducatifs. Par exemple, faire en sorte que tous les gamins de cours préparatoires de Paris, quartiers populaires ou pas, puissent avoir un enseignement musical dans les conservatoires de la ville,
ouvrir, plutôt que de refermer, refermer l'avenir et renvoyer chacun à un déterminisme lié à sa naissance ou à son quartier d'origine, à son nom. Je dis ça parce que moi, je viens de l'immigration espagnole et qu'on m'a tellement collé des étiquettes. J'ai eu des profs formidables qui m'ont encouragée, j'aimais l'école, mais il y en avait aussi qui me racontaient des trucs sur c'est pas la peine d'aller trop loin dans les études parce qu'il vaut mieux que tu restes à ta place. J'ai des souvenirs comme ça, hein, et moi j'ai envie que mon expérience et même mon expérience de vie, elles servent plutôt à débloquer, à ouvrir qu'à refermer. Madame, je vous remercie. Merci à vous. Dites-nous les choses pour la Bloc Haute Radio. Nous sommes à l'appel de Grigny par rapport aux états généraux de la politique de la ville. Nous sommes avec M. Borloo. Comment allez-vous? Très bien, heureux d'être à Grigny. Que représentent pour vous ces états généraux? D'abord, c'est venu des maires et des associations. C'est pas venu par en haut, c'est pas l'État ou la région. Pourquoi? Parce que voilà, les assos, les maires, les gens sentent bien qu'il y a un besoin de coup de main beaucoup plus important pour le soutien à l'emploi, la jeunesse, la rénovation des quartiers, la sécurité, enfin bref, tout ce qui fait une ville. Et tout ça est un peu oublié en ce moment, donc c'est bien qu'il y ait une mobilisation forte, très républicaine, vous avez vu, mais en même temps on se dit les choses. Là, les choses ont été dites, comme votre émission, et c'est bien comme ça. Grigny a été reconnue ville la plus pauvre de France depuis peu. Quel message avez-vous à transmettre et pensez-vous que le problème des quartiers populaires pourra se résoudre un jour? Oui, bien entendu. Si chacun, la région, le département, l'agglomération, la chambre des métiers, la chambre de commerce, Pôle emploi, l'État, chacun fait sa part de boulot pour des endroits où il se trouve qu'il y a des difficultés particulières, c'est pas à la cause des gens. Bon, si tout le monde fait sa petite part de boulot, évidemment que ça peut se résoudre. Mais il faut une mobilisation générale et le rappel à l'ordre là est indispensable. Vous dégagez un espèce de capital sympathie, notamment vis-à-vis des gens des quartiers populaires, par rapport à vos positions et par rapport à votre manière d'être. Et comment vous expliquez que pas plus de personnes aient vos positions? Non, mais il y a plein de gens, ils sont simplement plus... peut-être plus discret, je ne sais pas, mais enfin encore que non, moi je suis assez discret, mais écoutez, j'en sais rien. En tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces quartiers, il ne faut pas les traiter comme un problème avec condescendance. C'est la jeunesse, où on croit que la diversité culturelle c'est une richesse ou pas. Moi je crois que c'est une richesse. Il y a des talents, il y a tout ce qu'il faut, simplement. Voilà, il manque un certain nombre de coups de main, d'écluses, des coups de pouce, hein, pas à peine, disons les choses simplement. Et au fond, vous savez, c'est un peu l'ignorance. La cité française, elle est un peu, voilà, les gens se ressemblent, c'est un peu les mêmes milieux tout le temps, on parle entre soi, on est à la tête d'une grande entreprise, au gouvernement, on quitte après, je sais pas quoi, enfin, il y a un monde un peu de l'entre-soi. Et on a besoin de respirer. Et c'est pour ça que là, l'appel de Grigny, c'est bien que ce soit à Grigny, c'est un appel. Et il faut absolument que le gouvernement mette toutes les forces vives, les syndicats aussi, qui gèrent des milliards. Hein. Les syndicats gèrent 700 milliards. Chômage, formation professionnelle, apprentissage, qui soit dans le coup. Il faut un coup de main particulier. Ma dernière question, pour un homme politique français, vous avez des positions assez atypiques, notamment concernant l'Afrique. On sait que vous œuvrez beaucoup pour l'Afrique, notamment par rapport à l'électrification de l'Afrique. Et comment vous expliquez que pas plus de personnes, d'hommes politiques français, s'impliquent autant pour l'Afrique? Je ne peux pas répondre. Je constate qu'en 30-40 ans, au fond, nous sommes rentrés dans une forme de grande indifférence. Voilà. Et finalement, à un moment donné, de part et d'autre, à la fin. Bon. Or, il n'y a pas de sujet plus important qu'un continent qui va passer de plus d'un milliard à plus de 2 milliards d'habitants, qu'un sujet majeur d'électrification qui est le nouveau droit de l'homme, puisque c'est l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, etc., etc. Et bien ça fait partie de notre boulot, comme ici d'ailleurs, de plaider, d'alerter, d'organiser, de combattre, de défendre. Il n'y a pas de sujet plus important pour l'Europe que l'avenir de l'Afrique. La Méditerranée est trop petite pour que nous n'ayons pas un destin commun.
En plus, il y a une telle fraternité entre l'Afrique et l'Europe, une telle fraternité. On peut s'engueuler, c'est autre chose, mais une vraie fraternité, il y a une proximité de langue, de culture, de musique, géographique. Donc le futur grand projet du XXIe siècle, ça sera l'Euro-Afrique ou l'Afrique-Europe, comme vous voudrez, mais ça sera forcément un destin commun. Moi, je rêve qu'il y ait une commission Europe-Afrique, pas une commission européenne et une commission africaine, une seule. Les sujets sont les mêmes, les enjeux sont communs et ça peut être un projet formidable. Sur ces mots, je vous remercie. Merci à vous. Dis-nous les choses pour la Bloc Contre Radio. Nous sommes à l'appel de Grigny par rapport aux états généraux de la politique ville. Nous sommes tombés sur monsieur Yacine Bellatar. Comment vas-tu? Je vais bien, tout va bien. Très bien. Ouais, super, je suis heureux d'être là. Tu as chanté la Marseillaise tout de suite. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as chanté cette Marseillaise? Contrairement à beaucoup de footballeurs, je me sens concerné par la Marseillaise. Et que je suis arrivé à un âge et une posture sociale, plutôt familiale plus que sociale, qui fait que je me retrouve à chanter cette Marseillaise, parce que ça me ferait chier que mes enfants ne la chantent pas. Voilà. J'ai mis du temps à comprendre que la France était mon pays, mais je crois qu'à la fin, c'est mon pays. Hein. C'est pour ça que j'en demande plus. Mais tu penses que, pour se sentir français, il faut forcément chanter la Marseillaise, et qui puisait cette Marseillaise qui contient des textes assez violents, des textes de barbarie en quelque sorte, entre guillemets. Pas entre guillemets même. Après, les histoires des hymnes, chaque hymne a son histoire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à part la faire remixer par DJ Snake, je vois pas le débat, c'est qu'elle porte quelque chose qui est aujourd'hui pris non plus dans le sens propre, mais dans le sens figuré. Bien évidemment qu'on ne va pas abreuver des sillons. La réalité, c'est que le fait de ne pas la chanter, qu'est-ce que ça incarne? Après, je ne vais pas rentrer dans le débat de dire les footballeurs qui ne la chantent pas, Platini ne la chantait pas, Zidane ne la chantait pas. Mais c'est vrai qu'on est dans une telle période de crispation que moi, ce que je dis souvent aux gens qui travaillent avec moi, faisons en sorte d'être irréprochables. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on est soumis, mais faisons en sorte, oui, bien sûr, que chanter la Marseillaise en sachant qu'il y a des morts comme Adama Traoré ou qu'il y a des petits jeunes comme Théo qui se mangent malheureusement le fait divers atroce qu'il a vécu avec cette matraque, ça pose la question et on peut être dégoûté et se dire ne pas la chanter. Mais je pense que vis-à-vis d'une certaine partie de la France, la chanter, leur regardant droit dans les yeux, c'est aussi les renvoyer à quelque chose. Pour te répondre encore plus explicitement, les Américains, les joueurs de foot américains qui mettent un genou à terre en signe de protestation des violences policières, c'est aussi une manière de dire que l'hymne, ça ne leur plaît pas. Tu vois, enfin en tout cas ce que l'hymne engendre dans l'inconscient ne plaît pas. Donc c'est vraiment un débat qui, moi, tous les points de vue, malheureusement ou heureusement, sont les bienvenus. Mais après, il faut voir les conséquences. On te connaît pour tout ton parcours professionnel, artistique. On te connaît aussi pour tes engagements, parce que quand on regarde ton spectacle, on sait qu'il y a de l'engagement, il y a des messages subliminaux et des messages clairs. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'ai contribué à ma petite échelle à l'élection d'Emmanuel Macron sur cette question des quartiers, où j'ai dit à travers moi ce que je fais dans mon spectacle, parce que moi je ne suis que le réceptacle de ce que vous faites. Chaque militant associatif qui regarde cette vidéo, de toute manière, je le soutiendrai toujours à partir du moment où on est dans une vision d'ensemble. Je ne suis pas dans le communautarisme. En ce moment, il y a beaucoup de discours. Il y en a qui militent pour les Arabes exclusivement, d'autres pour les Noirs. Moi, je viens des quartiers populaires et mes copains, ils te ressemblent, ils ressemblent à des Blancs. Et ça s'est perdu aussi dans le militantisme. Et quand j'ai eu la discussion avec le président, parce que j'ai eu l'opportunité, et non pas l'opportunisme, c'est deux choses différentes, mais en tout cas l'opportunité de parler avec lui, j'ai cru comprendre qu'il était très au fait que ces questions-là se posent. Et il est temps de montrer aussi, et moi c'est ce que je lui ai dit durant la campagne, la banlieue a grandi plus vite que la France. C'est-à-dire que nous, on nous a interdit le droit d'être français, ou du coup on nous a mis dans une France de seconde zone, et résultat, on a envie aujourd'hui de triompher dans la première zone. On veut réussir, on veut montrer qu'on est là, on veut acheter une maison près du quartier de là où on a grandi, on veut aider notre mère. Pour les musulmans, on veut envoyer nos parents à la Mecque. Tout ça, c'est des choses que nos parents, malheureusement, de par leur catégorie sociale, ne pouvaient pas faire. Mais quand je vois aujourd'hui la plupart des mecs des quartiers qui réussissent, ils le font de manière tout à fait banale et silencieuse. Donc quand je suis ici, j'espère en tout cas qu'une partie du public l'autorise. Je suis fier de, comme tu as vu ce que j'ai dit devant les gens, je suis fier de dire droit dans les yeux que oui, j'ai réussi, oui, je suis fier, j'oublie pas d'où je viens et que tant que j'aurai un espace médiatique pour dire que ça va mal, eh ben, je le ferai. Mais c'est important de ne pas refuser ce genre d'événement pour montrer, quoi qu'il en soit, qu'on est au courant de ce qui se passe. Certains pourraient voir cet événement comme
n'y a pas vraiment beaucoup de gens issus des quartiers populaires dans cet événement, comme un ensemble de maires et de protagonistes qui parlent que de financement via les politiques villes. Qu'en penses-tu? Ton idée sur la question? Écoute, moi je suis venu aussi à Grigny parce que malheureusement vous avez été touché par un événement tragique ces derniers jours, la disparition de 2 frères. Moi je travaille mes dossiers, quoi qu'il en soit, tu vois, quand les mecs de chez vous m'ont appelé pour dire putain, c'est un rebeu qui a tué 2 Renois, il y a une tension raciale qui n'a pas lieu d'être, tu vois, dans des villes comme Grigny. Ici, quand tu t'attrapes un maire par la manche, comme j'ai l'opportunité de le faire, parce que tu vois, il y a cette familiarité qui fait que, vu que je suis artiste, les gens pensent qu'ils peuvent me dire des choses et que je n'en prendrai pas compte. Et tu vois, là, il y a la plupart des maires avec qui j'ai parlé, je lui dis, mais vous savez ce qui s'est passé ici il y a quelques jours? Pour eux, c'était même pas concevable de faire partie de cette équation. Alors que cet événement tragique qui a eu lieu, et je présente encore une fois mes condoléances à la famille, ça m'affecte vraiment, moi, Yacine Bellatar, parce qu'il faut qu'on soit soudés dans le militantisme et surtout qu'on puisse montrer aux maires aujourd'hui que quand ce genre d'événement a lieu, c'est aussi de la responsabilité de la mairie. C'est aussi de la responsabilité de la France de savoir pourquoi un enfant de 19 ans vient à tuer ses aînés. Parce que moi, là où j'ai grandi, mes aînés, jamais j'aurais eu une embrouille avec eux, même s'ils me frappaient, tu vois. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important de montrer que nous, notre structuration morale dans les quartiers, à savoir qu'on respecte les anciens, quand on voit des darons ou des darons, on les aide, ça, on ne doit pas le perdre. Et ça, montrer aux maires que sans nous, ce que je dis souvent, la ville, elle est déséquilibrée. La ville, elle est déséquilibrée parce que nous, on fait ça gratuitement. Je vois la plupart de mes potes qui ont grandi dans un quartier, quand ils arrivent et qu'ils se font justice eux-mêmes dans le quartier, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ils le font à la place d'un policier. Mais parce que quand le policier va le faire, il peut mal le faire. Une dernière question, Grigny-Ville, la plus pauvre de France, ces états généraux de la jeunesse, est-ce que tu y crois? Concrètement, est-ce que tu penses que ça va apporter quelque chose, ça va changer quelque chose? Parce que ça fait 40 ans qu'on en parle, des quartiers, il y a des financements via les politiques villes. Est-ce que ça va changer quelque chose tout ça? C'est pas une histoire d'argent, je veux te dire, tu vois. C'est pas parce que tu payes quelque chose cher que tu es élégant. C'est un peu pareil pour les quartiers. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Et pour pas te mentir, je pense qu'ils ont mis beaucoup trop d'argent. La vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'ils l'ont mis, est-ce qu'ils l'ont mal mis. Si tu viens me voir pour un rhume et que je te soigne pour une appendicite, tu vas forcément être souffrant. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est pas une reconnaissance tant physique. C'est pas de l'argent. Ce qu'on demande, c'est ce que je dis souvent sur l'ANRU, vous rénovez les immeubles, mais est-ce que vous avez rénové les gens qui avaient dedans? Ça, c'est gratuit, d'expliquer aux gens qui habitent dans les quartiers qu'avant toute chose, ils sont français, ils doivent se sentir français. S'ils ne se sentent pas français, il n'y a pas un président de la France, c'est un président de la banlieue. On n'a pas un président pour tous nos quartiers. Grigny, première ville pauvre de France, le gros problème aussi, c'est que la donnée, en tout cas extrémiste, s'est invitée dans nos villes. Et aujourd'hui, pour parler très franchement avec toi, des villes comme Grigny, comme Gennevilliers, sont des villes qui ont malheureusement fait parler d'elles ces derniers temps dans l'actualité de mauvaise manière, à cause des djihadistes. Tu vois, et aujourd'hui, quand je vois malheureusement l'actualité, et ça c'est important de dire aux médias de lever le pied là-dessus, stigmatiser toute une ville, après c'est compliqué de mettre de l'argent là de manière tout à fait désordonnée dans ces villes-là. Je te prends, avant c'était pas l'extrémisme religieux, c'était par exemple les émeutes. Est-ce que toi et moi, je pense que toi et moi on avait le même âge, mais est-ce qu'il y a 20 ans on disait que les mecs de Clichy-sous-Bois c'était des chauds? Non. Mais depuis des émeutes, c'est devenu une place obligatoire pour tous les hommes politiques pour lancer leur campagne politique. Ils vont tous à Clichy comme s'il y avait la bonne mère. Non, c'est pas ça. Ce qu'on veut pour vos villes, et moi je me battrai pour ça, c'est que vous deveniez anonymes. Que quand moi, si je ferai tant de choses pour Grigny, je continuerai à le faire, parce que je crois non pas dans la ville de Grigny, mais je crois dans les habitants qui la font. Donc c'est pas une histoire d'argent, je te le dis fraternellement, c'est plus une histoire de ce que vous faites, par exemple, c'est soutenir les initiatives et pas donner un coup de pouce, parce que c'est infantilisant. Je te donne pas un coup de pouce. C'est que je sais que si je travaille avec toi et que je fais une interview et qu'après, ça pourra ouvrir d'autres perspectives parce que toi, tu peux t'appuyer sur le travail que tu as fait. Donc moi, je suis confiant dans l'avenir parce qu'il y a nous dans l'équation. Si on n'était pas dedans, je serais plus inquiet, quoi. Puis Yacine, je te rassure, on a presque le même âge, je sais pas, j'ai 37. Ah, j'ai 35. Oh, voilà. Mais les Renois, à chaque fois... Voilà, non, c'est qu'on vieillit bien. Tu vois on vieillit bien, tu vois. On a la mélanie et la peau bien épaisse. Mais quoi qu'il en soit, on t'invite à nos débats que nous allons faire prochainement à l'after de la Bloc Contre Radio. Parole d'homme. Et tu viens et on va débattre sur plein de thèmes de société parce que voilà, tu as la parole pertinente, donc on a besoin de ça. Merci les frangins. Merci. Prenez soin de vous, Grigny, et encore une fois, courage. Merci à toi. Ciao. Disons-nous les choses pour la Bloc Contre Radio. Nous sommes à l'appel de Grigny, aux états généraux de la politique de la ville. Nous sommes avec Madame Farida Amrani. Comment vas-tu? Bonjour, ça va? Très bien. Dis-nous un petit peu ton ressenti et l'importance pour toi de ces états généraux. Écoute, les états généraux sont importants et la symbolique aussi que ça se fasse à Grigny, c'est important. Donc pour moi, il fallait être présent aujourd'hui en écoutant, parce que depuis ce matin, il y a des débats tout au long du débat sur la scène de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, en fait, ce que j'ai retenu, moi, depuis ce matin, c'est que les maires qui sont là, les présidents d'agglo, etc., qui sont présents,
ont conscience, mais utilisent ces états généraux que pour demander des financements. Donc c'est l'argent. Sauf que moi, je pensais trouver, c'est peut-être pas fini, la journée n'est pas terminée, donc on espère retrouver d'autres choses. Et notamment, c'est ce que je dis depuis un certain temps, aujourd'hui, les problématiques dans nos quartiers populaires, elles sont simples. Elles peuvent être résolues sans avoir une masse d'argent très importante. C'est redonner, en fait, une égalité, mettre au centre de nos quartiers l'égalité. L'égalité face à la justice, l'égalité face à l'éducation, l'égalité face à l'emploi, ce qui est important. Et une fois qu'on aura remis vraiment tout ça au cœur de nos quartiers et l'importance, en fait, dire que l'égalité c'est quelque chose d'important avant l'argent, eh ben, on aura déjà gagné une petite partie. Est-ce que concrètement, tu y crois à ces états généraux de la jeunesse? Dans la mesure où, voilà, comme tu dis, on a parlé beaucoup de financement. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose à la situation des quartiers qui perdure depuis 40 ans? Franchement, non. En toute honnêteté, non. Par contre, ce que j'espère, c'est que les personnes, les acteurs qui sont présents, et on pourra voir que les acteurs qui sont présents aujourd'hui sont des acteurs qui ne représentent pas la population dont on parle. Et c'est ça qui est dommage. Après, je sais que c'est difficile d'être maire, notamment comme une ville comme Grigny, mais, ou d'autres, comme le maire de Stein, qui est là aujourd'hui aussi. Et je pense sincèrement que si des maires comme Asdine, comme d'autres qui sont là aujourd'hui, eh ben, c'est pour changer les choses. Par contre, ça ne se fera pas avec la région, ça ne se fera pas avec l'État. Il ne faut pas compter ni sur l'État, ni sur la région. Je pense qu'il faut faire avec la population qui vit dans ces quartiers. C'est avec cette population qu'on pourra changer les choses. On sait tous, vous étiez au coude à coude avec M. Valls lors des législatives. Où en est ce recours? Eh ben, écoute, il est en cours, puisqu'on avait jusqu'au 5 octobre pour déposer les dernières requêtes, que ce soit à l'équipe de l'ex-premier ministre ou nous. Donc chose qu'on a fait, qu'on a déposée. Donc nous sommes toujours dans l'attente là d'une réponse du Conseil constitutionnel. Ton message, ton mot de la fin pour les quartiers populaires, pour la France entière? Réveillez-vous. Réveillez-vous dans le bon sens, dans le bon terme. Demandez ce qui vous est dû, parce que vous êtes citoyen français, et ça, ne l'oubliez pas. Et vous avez les mêmes droits que tous les autres. C'est clair. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. C'est gentil, merci. Dis-nous les choses. Nous sommes toujours à l'appel de Grigny, aux États généraux de la politique de la ville. Nous sommes avec Mathilde Panot. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça va très bien. Ouais. France Insoumise. France Insoumise, exactement. Députée du Val-de-Marne, mais j'ai bossé 2 ans à Grigny, en association, à la Grande Borne, principalement. Quelle association? Voisins Malins. C'est une association qui fait du porte-à-porte sur des sujets d'amélioration de vie quotidienne, comment tu accèdes aux droits de santé, comment tu accèdes aux droits sociaux, comment tu te débarrasses des punaises de lit, voilà, tous ces sujets-là qui pourrissent la vie quotidienne des gens. Tu es une femme de terrain alors? Ouais, j'ai fait 10 ans d'associatif, je suis venue à la politique par l'associatif, parce qu'à un moment, quand tu es dans un quartier où tu vois que que les gens, les uns après les autres, sont en train de couler de manière complètement indigne pour un pays aussi riche que la France, il y a une nécessité de changer tout d'en haut, et donc c'est pour ça que je me suis engagée politiquement. Donc tu es au fait des problèmes de Grigny, qui, je le rappelle tout le temps, est la ville la plus pauvre de France. Exactement, ouais, je suis bien au fait. Ouais. Je vivais au cœur de la Grande Borne à un moment, donc je connais bien. Pour toi, que représentent ces états généraux de la jeunesse, de la politique de la ville? Excuse-moi. On pourrait en faire sur la jeunesse aussi. Non, mais c'est une initiative intéressante. Après, la question des moyens, elle est importante, mais on voit bien que dans le gouvernement Macron, actuellement, on ne peut rien en attendre. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, on est passé d'un ministère de la ville avec une égalité des territoires à un ministère de la cohésion des territoires. Donc on n'est plus sur l'égalité des citoyens et des citoyennes. Et nous, on pense que Macron, aujourd'hui, va mettre le pays à feu et à sang. C'est-à-dire que d'un côté, il fait 15 milliards de cadeaux aux plus riches parce qu'il pense qu'ensuite, ça va ruisseler sur l'ensemble de la société. Et en fait, il fait juste des réformes travail, des réformes qui font rentrer l'état d'urgence dans le droit commun, qui vont augmenter le contrôle au faciès, qui vont augmenter le fait de perdre son emploi. Vous savez que quand même, en plus d'enlever le CDI, fait par exemple les CDI de chantier, donc qui est un CDD déguisé sans prime de précarité, vous perdez votre emploi. Derrière, vous aurez un bail précaire qui sera lié à votre contrat de travail, donc vous perdez votre logement aussi. Donc ça va être la précarisation de tout le monde. Nous, on n'est absolument pas d'accord avec ce modèle. C'est un modèle qui ne fonctionne pas et donné aux plus riches, ça ne va pas aider notre société. Et on se bat de toutes nos forces contre ça parce qu'on trouve ça dégueulasse. Le tableau que tu nous peins est très très morose. Que proposez-vous
la France insoumise, par rapport aux problèmes de la France? Nous, on pense qu'on a des solutions pour le pays qui sont intéressantes. Notamment, une des choses, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu Macron, qui dit qu'il veut renforcer le contrôle des chômeurs et qui parle de délinquants, de multirécidivistes du refus des offres d'emploi. Sauf que, en fait, le modèle économique et l'idéologie qu'il y a chez Macron ne prend pas en compte le fait qu'on a une pénurie d'emplois aujourd'hui. Donc nous, on dit, pour relancer l'activité et que tout le monde ait un emploi, il faut partager le temps de travail. Il faut arrêter qu'il y ait des gens qui travaillent 60 heures et puis des gens qui soient au chômage pendant hyper longtemps. Donc on partage le temps de travail. 2, on redonne des salaires dignes à tout le monde, c'est-à-dire qu'on arrête de gaver les actionnaires et on répartit la richesse dans le travail. Et 3, comme on est devant quand même une urgence climatique qui est extrêmement forte, on réoriente complètement notre modèle de production, on arrête le nucléaire, on investit dans les énergies renouvelables et tout ça, ça demande des hauts niveaux de qualification qu'on a en France. Ça demande des emplois parce qu'il va falloir des gens qui s'occupent de démanteler les centrales, d'autres qui font de la recherche pour savoir vers quoi on va s'orienter comme modèle, d'autres qui construisent les machines pour faire toutes ces énergies renouvelables. Donc en fait, on a plein de choses à faire en France qui sont super, mais eux, ils continuent en fait la politique qui a été menée sous Sarkozy, qui a été menée sous Hollande et qui a mené à des chômeurs en plus, à de la misère en plus. Et on dit c'est indigne d'un pays qui est quand même la 6e puissance en termes de richesse au monde. Donc il y a plein de solutions en fait, on a plein de choses qu'on propose. Mais par contre, ces solutions, c'est des solutions datées et qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Sur ces solutions, Madame Mathilde, nous vous remercions. Merci à vous. Bon courage. Merci à vous. Accompagner, valoriser les conseils citoyens. Je pense que c'est des alliés. C'est un but de dans ce qu'on appelle la charte d'information des conseils citoyens. DNLC, disons-nous les choses. Nous sommes toujours aux états généraux de la politique de la ville, l'appel de Grigny. Nous sommes tombés sur Monsieur le maire de Sevran. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien, ouais. Ça va? Ouais, après une journée comme ça, oui. On peut dire que cet état généraux des politiques de la ville, c'est symbolique. Et vous êtes un petit peu la symbolique, vu votre grève de la fin de 2012, par rapport au fait que vous vouliez que votre ville ait plus d'aide financière. On peut dire que vous représentez un petit peu cette symbolique. Franchement, non, moi je suis le symbole de rien. Excusez-moi, moi je me bats pour du concret. Quand j'ai fait ma grève de la faim, ça a été aussi du concret pour les finances et des villes les plus fragiles en France, compris Grigny, parce qu'on a eu des dotations en plus sur les villes les plus fragiles. Et là, c'est pareil. Là, on va se battre aussi dans les propositions qu'on va faire, c'est d'avoir des choses très concrètes pour aussi faire bouger, parce que faut que ça bouge, quoi. Ça peut pas durer comme ça. À la fois pour nous, en tant qu'élus, parce que la gestion est difficile et on n'en peut plus. Les assos, voilà, il faut bouger, que ce soit dans tous les domaines, culturels, sportifs, à tous les niveaux. Et puis il faut que la nation comprenne que la banlieue, ça existe, quoi. Et que la richesse, elle est en banlieue. Vous êtes à Grigny, comme on le disait, la ville la plus pauvre de France, l'INSEE l'a reconnu. Vous-même, Sevran est une ville aussi pas mal classée dans le classement. Selon vous, la situation des quartiers pourra-t-elle un jour s'améliorer pour de vrai? Excusez-moi, oui, je vais dire oui parce qu'on y croit toujours quand même. Non, oui, moi je pense que on peut faire bouger les choses. Et 2, surtout les gens qui sont là, les habitants, l'humain peut réussir à se prendre en main, peut avancer et faire bouger les choses. Quand même au niveau sportif, culturel, économique, il y a plein de boîtes qui se créent à partir des villes de banlieue, que ce soit Sevran, Grigny, tout ça, la Seine-Saint-Denis, etc. Donc voilà, il y a du potentiel. Tu le vois d'une façon américaine, tu te dis putain, anglo-saxonne, tu te dis ouais, ça va matcher là. Et donc moi je pense qu'il faut que la nation se réouvre sur la banlieue. Donc je pense que celui qui incarne la nation, c'est Macron, le président. Il faut qu'il se dise que la banlieue, ça existe. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'y compris autour de lui, t'as personne qui vient d'ici. Les mecs, ils sont tous issus des beaux quartiers de Paris ou des grandes villes de province et tout, ils ont fait des belles études. T'as un problème là, parce que t'as pas de lien, il n'a pas de base sociale. Donc ce lien-là n'existe pas. Mais à nous, à tous ceux qui sont là, qui pèsent aussi dans la société. Un mec comme Mbappé aujourd'hui, il pèse beaucoup. Donc si c'est un moment de dire, ça peut pas durer comme ça, peut-être que ça durera pas comme ça. Mais vous vous dites pas que, je pense que vous le dites, mais le problème n'est pas les investissements, mais la manière dont ces investissements sont utilisés. Quand on sait qu'il y a eu le plan Marshall à 40 milliards à une époque. Il n'y a pas que les investissements. L'enjeu, c'est ceux qui sont là. C'est les hommes qui sont là, les femmes qui sont là. Donc comment tu t'adresses à eux? Comment eux, tu les aides à se mobiliser? Voilà, c'est un grand enjeu, c'est là. Accepter
accepter la jeunesse, accepter le cosmopolitisme. Il y a comme ça. Tant qu'on est dans une société en France où personne ne veut parler du cosmopolitisme, parce qu'il se dit, oh là là, si on commence à dire ça, je vais mal... Voilà, on n'en sortira pas. Parce que notre France, elle est cosmopolite. Donc il faut l'accepter. Et si on accepte pas, on fera ça déjà un grand pas pour redonner confiance aux gens en banlieue. Dernière question, comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas assez de maires comme vous prêts à faire des grèves de la faim pour leur ville? Comment l'expliquez-vous? Je vais vous dire un truc, c'est la première fois que je vois autant de maires réunis et qui disent à peu près la même chose sur un discours assez dur. Voilà. Donc c'est un premier pas, moi ça va faire 17 ans que je suis maire, trop longtemps, je suis d'accord, pas de souci. Mais c'est la première fois que je vois ça. Donc il faut positiver quand même. Je vous remercie. Merci à vous et bon courage. Disons-nous les choses pour le Bloc Contre Radio. Nous sommes à l'appel de Grigny par rapport aux états généraux des politiques de la ville. Nous sommes avec monsieur Philippe Riot. Comment allez-vous? Mieux, puisque c'est la fin et que je crois qu'on a passé une belle journée. Les objectifs ont-ils été atteints? Est-ce que tout le monde a répondu à l'appel? Je sais qu'il y a eu un grand appel. Bon, il faut se rappeler que les premières rencontres ont eu lieu il y a 4 semaines. À l'initiative de 3 associations, l'association des villes moyennes de France, l'association des maires de villes et banlieues, suite aux décisions du gouvernement de la brutalité de baisser des crédits un peu aveuglément, d'arrêter les contrats aidés, avec un discours qui nous déplaisait tous, y compris dans l'unanimité politique, puisqu'aujourd'hui il y avait des maires de toute tendance politique, sauf Front National. Donc on s'est rencontrés pendant l'été, on a échangé et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait faire une démonstration. La proposition a été faite, que ce soit à Grigny, donc nous avons accueilli cette initiative qui était d'abord un coup de gueule en disant nos villes populaires, que ce soit à Grigny mais aussi à Épinal, à Mulhouse, à Montceau-les-Mines, puisque c'est ça aussi le mouvement, c'est pas uniquement l'historique des banlieues. Il y avait Clichy, il y avait Sevran, mais il y avait aussi vraiment la France entière qui était là. Et les quartiers politiques de la ville, c'est 6 millions d'habitants, 750 quartiers. Le résultat, c'est qu'il y avait 75 communes à peu près, une centaine d'associations. Ça reste imparfait, parce qu'on a fait ça à l'arrache et qu'on peut toujours faire mieux. Mais le pari, il est réussi parce que l'étape prochaine, c'est dans un mois, à l'Hôtel de Ville de Paris, où nous souhaitons améliorer et amender cette plateforme de contribution des uns et des autres dans l'attente d'une rencontre avec le président de la République et continuer à être mobilisés pour apporter des solutions concrètes. Comme vous l'avez dit dans votre précédent propos, 3-4 semaines pour mettre tout ça en place, ce gros événement avec toute la logistique qui va avec. Grigny aujourd'hui symbolise pas mal de choses. On sait que c'est la ville la plus pauvre de France, vous savez mieux que moi. Des différents drames qui ont eu lieu récemment. C'était vraiment si important que les choses se fassent à Grigny. Et même pas, c'est même pas du hasard en vérité. Non, encore une fois, c'était l'ensemble des collègues savent que Grigny cristallise ce mal-être et ce décrochage de la République. C'est l'exclusion scolaire, c'est l'apartheid social, c'est cette pauvreté, c'est ces discriminations, ces humiliations, ces chiffres terrifiants sur l'échec scolaire. Les collègues savent ce qui se passe ici. Et en même temps, ils savent que nous sommes une source constante de solutions concrètes. Ce que vous faites, vous, c'est connu. Ce que font d'autres qui sont passés sur scène, c'est aussi connu. Et donc, il y a ce paradoxe. C'est extrêmement dur, mais en même temps, ici, on s'est relevé la tête. Et les collègues, ils ont vu ça, ils ont dit, mais ce que vous faites sur la République, le laboratoire de la politique de la ville que nous sommes en train de créer avec l'État, plus les initiatives citoyennes ou les mobilisations, on dit dans ce territoire, il y a de la dignité, vous lâchez jamais l'affaire. Et donc, si on doit le faire quelque part, c'est chez vous. Voilà. Parce que par rapport aux autres villes, franchement, même si je lève le doigt, s'ils ont envie que ça se fasse ailleurs, ça se fait ailleurs, quoi. Disons-nous les choses concrètement. Est-ce que vous pensez que cet événement sert réellement pour les quartiers? On sait que la cause des quartiers dure depuis 30-40 ans. Est-ce que vous pensez que réellement ça changera quelque chose à l'avenir des quartiers, ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous savons que c'est un long combat. Concrètement, j'espère que ça va nous apporter du plus. C'est pour ça qu'on a accepté de faire. Et comme je suis quelqu'un qui espère toujours et qui suis farouchement optimiste, vous savez, le pire, ce qu'on se dit tous, c'est que ça serait... de toute façon, ça ne sert à rien, ça n'a pas marché pendant 40 ans. On doit se dire aussi que ce soit les responsables associatifs. Pourquoi les responsables associatifs, ils ne baissent pas les bras?
ben nous on n'a pas le droit de baisser les bras. Donc j'espère que ça va fonctionner. Simplement, je crois qu'il y a une étape qui est passée aujourd'hui, d'un gouvernement qui ne nous calculait pas, on était hors des radars, un gouvernement hors sol sur ces questions-là. Tout à l'heure, avant la conclusion, on a vu le ministre Mézard sur Twitter qui a fait une vidéo de 45 minutes et qui a dit la politique de la ville, on va s'en occuper avec humilité, avec travail, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. On a fait des propositions concrètes. Suspension de la fin des contrats aidés, 100 millions tout de suite dans les quartiers populaires pour les villes, pour les associations, un plan généreux pour les associations. Donc voilà, nous on pousse. Après, voilà, je crois qu'on a démontré une force, mais il faut rester extrêmement vigilant sur la concrétisation de tout ça. On sait que c'est dur. Pour finir, qu'espérez-vous pour Grigny dans le futur, pour l'avenir? J'espère que nos enfants aient un avenir. Si on a fait un grand projet éducatif avec l'État, où ils ont mis quand même 20 enseignants de plus dans nos écoles à la rentrée, c'est pour que nos enfants ils sortent de l'école avec un diplôme, avec un savoir, avec un savoir-être. Et en dehors du temps de l'école, on souhaite avec plus de culture et plus de sport aussi permettre à ces enfants de faire ça. Donc moi, mon rêve, c'est que les enfants de Grigny ils soient fiers comme ils le sont d'habiter cette ville, mais qu'ils n'aient pas honte de se présenter à la société. Jamais. Merci à vous. Merci beaucoup.